Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Alex Kreiner, analyste de marché, analyste des affaires internationales et également ancien gestionnaire de fonds spéculatifs. C'est un plaisir de vous revoir. J'aimerais vraiment vous poser une question. Ravi de vous voir, Glenn. Merci pour l'invitation. Ce qui m'intéresse maintenant, ce sont beaucoup des évolutions économiques résultant de cette guerre. C'est assez facile à comprendre. La position ukrainienne est logique, la position russe aussi, et on peut saisir ce que les Américains essayent de faire. Après avoir perdu cette guerre, ils aimeraient se retirer un peu, récupérer une partie de leur argent et refiler une partie de tout cela aux Européens avant que tout ne s'effondre. Tout semble assez cohérent, sauf la position européenne, où tout le monde est très perplexe quant à ce qu'ils font. Mais je fais toujours remarquer que les Européens se sont vraiment investis à fond dans cette guerre, par procuration contre les Russes. Je pensais qu'il serait intéressant de commencer par les aspects économiques. Quelles sont les conséquences économiques possibles auxquelles les Européens sont confrontés maintenant à l'avenir? Je pense que ça se préparait depuis un certain temps. Depuis qu'il est devenu évident que la Russie l'emporterait en Ukraine, les conséquences économiques et financières pour l'Europe, et en particulier pour la Grande-Bretagne, allaient être assez graves. Ce que nous savons, si vous avez suivi l'actualité au cours des 3 ou 4 dernières années, c'est que la situation se détériore. Cela s'ajoute non seulement au projet ukrainien, mais aussi à la pandémie de 2020. Avant cela, il y a eu l'introduction progressive de ces politiques de neutralité carbone. Par exemple, en Allemagne, à partir de l'an 2000, ils ont commencé à fermer progressivement les centrales nucléaires. Et ils ont terminé cela le 15 avril, je crois. 2023 ou 2024, je ne me souviens plus. Très récemment, ils ont fermé leur dernière centrale nucléaire. Et ils ont également perdu les gazoducs Nord Stream, qui fournissaient d'importantes quantités de gaz naturel bon marché et fiable en provenance de Russie pour l'économie allemande. Quelle était l'importance de cela? Eh bien, selon un analyste, le coût d'environ 20 milliards de dollars de gaz russe permettait de produire pour 2000 milliards de dollars de produits industriels allemands finis, qui étaient ensuite exportés vers la Chine, les États-Unis et ailleurs. Et maintenant, tout cela est menacé. Et je pense que l'establishment au pouvoir espérait pouvoir l'emporter en Ukraine, ce qui aurait rendu possible un certain nombre de choses. D'abord, ils auraient déstabilisé la Russie et provoqué un changement de régime. Puis, ils se seraient approprié la richesse et les actifs russes. Les 300 milliards de dollars d'avoirs russes gelés, ils les auraient gardés. Ils ne les auraient jamais rendus. Maintenant, tout cela est compromis. Non seulement cela, mais l'argent qu'ils ont prêté, les centaines de milliards de dollars prêtés à l'Ukraine pour la guerre, pour la défense, cela aurait été une bonne dette. Ces prêts auraient été de bons actifs. Maintenant, ce sont de mauvais prêts. Et rien de tout cela ne reviendra. Et ce que je trouve encore pire maintenant, ce qui constitue pratiquement un coup de grâce pour les Européens, c'est que Trump, en tendant la main à Vladimir Poutine et en établissant une meilleure relation avec lui, l'une des choses qui me semble très prévisible, c'est que les 300 milliards de dollars d'avoirs russes gelés en Occident, en particulier en Europe, il n'y a qu'environ 5 à 8 milliards de dollars aux États-Unis. Tout le reste se trouve pratiquement en Europe. Environ 180 milliards en Belgique sous Euroclear, soi-disant environ 70 milliards en France, environ 37 milliards en Grande-Bretagne. Je pense que l'un des accords entre les Russes et les Américains sera que les Russes investiront cet argent aux États-Unis.
Et vous savez, Donald Trump peut toujours rendre l'accord plus attractif en disant « D'accord, eh bien vous savez, nous dégèlerons ces avoirs si vous les investissez aux États-Unis. Nous pouvons assouplir certaines sanctions, nous rendrons tout plus avantageux pour vous. » Et de la même manière qu'il a présenté les États-Unis comme une destination d'investissement à l'Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Qatar, et ainsi de suite, il fera de même pour les Russes. Et pour les Russes, ce choix a également du sens. Donc, ce sera une mauvaise nouvelle supplémentaire pour les Européens, car l'UAE et la Grande-Bretagne sont dans des situations budgétaires catastrophiques. Ils comptaient sur cet argent pour compenser une partie de leurs pertes. Utiliser ces fonds comme garantie pour alimenter un nouveau grand cycle de crédit en Europe, créer de l'emploi, peut-être financer des investissements dans les infrastructures, le réarmement, et ce genre de choses. Maintenant, si cet argent est transféré à l'étranger, je pense que l'Europe arrive à une impasse. Et la probabilité que cela se produise, selon moi, est de 100%. Je pense que ce n'est qu'une question de temps, et cela va probablement arriver assez rapidement. Donc, vous savez, si les Russes disent « D'accord, nous voulons transférer ces actifs aux États-Unis », les Européens pourraient normalement répondre « Désolé, non, ils sont gelés, et vous êtes sous sanction. » Mais si Trump dit « D'accord, libérez ces actifs et envoyez-les à New York », les Européens devront s'exécuter, et cela a toujours été le cas. Cette guerre n'a fait que révéler à quel point les Européens sont dans une position subordonnée vis-à-vis des États-Unis. Et cela n'a rien à voir avec Trump. Si l'on repense, c'était quand déjà? Je crois que c'était en 2011 peut-être, lors de la grande course pour attraper Edward Snowden, alors qu'il était à Moscou. Ensuite, la CIA a soupçonné qu'il était monté à bord de l'avion du président Evo Morales pour s'envoler et se rendre en Bolivie. Ils ont ordonné à l'Italie, à l'Espagne, à la France et au Portugal de fermer leur espace aérien au vol d'Evo Morales. Et ils ont forcé son avion à atterrir à Vienne, où Evo Morales et l'équipage de son avion ont été retenus pendant 14 heures, le temps qu'ils les interrogent et fouillent l'appareil. C'était totalement illégal. C'était une violation du droit international. Mais les Européens ont obéi immédiatement à la demande de la CIA sans poser de questions. Autrement dit, ils ont enfreint le droit international pour satisfaire l'exigence de l'hégémon. Voilà, c'est la nature de cette relation. Et si demain Trump dit « Rendez les avoirs russes », les Européens devront le faire. Ils n'ont pas le choix. Les guerres peuvent être très lucratives, mais pas si vous êtes en train de les perdre. Il semble en effet que maintenant que cette guerre est perdue, les États-Unis ne sont pas prêts à sombrer avec les Européens. Au contraire, je pense qu'ils vont tirer pleinement parti de la faiblesse de l'Europe. On le voit bien sûr avec les droits de douane que les États-Unis imposent à l'Europe. Ils sont d'ailleurs assez ouverts sur le fait qu'il serait plus avantageux pour les relations commerciales si l'UNMR venait à se dissoudre à un moment donné, afin qu'ils puissent entretenir des relations bilatérales plus favorables avec chaque pays. Ils ont également réussi à imposer cet accord commercial qui, même du point de vue de l'UNMR, pourrait sembler dénué de sens. Mais, vous savez, il ne s'agit pas seulement d'économie, comme on dit. Les Européens doivent acheter de l'énergie et des armes aux Américains. Et à mesure que l'Europe se désindustrialise, on voit les Américains s'attaquer aux industries européennes en les incitant à déménager aux États-Unis. Encore une fois, une grande partie de cela n'a pas commencé sous Trump, mais sous l'Inflation Reduction Act de Biden. Donc vous savez, les gens ont tendance à trop se concentrer sur les personnalités. Je pense que c'est la tendance générale. Mais cela soulève tout de même la question. Les États-Unis peuvent-ils tirer profit de cette situation? Parce que c'est en quelque sorte tout l'argument de Trump.
que les États-Unis s'endettent de façon insoutenable et qu'il sera capable de redresser le pays et que tout le monde devrait rembourser l'Amérique. Comment voyez-vous les États-Unis s'en sortir gagnants dans cette situation? Eh bien, j'ai toujours pensé que les États-Unis disposent de beaucoup plus de marge de manœuvre que les autres puissances occidentales en ce sens, et qu'ils seront capables, disons, de gérer la crise, d'organiser peut-être un atterrissage en douceur. Donc vous savez, les dettes sont impayables. Il va y avoir de l'inflation des prix, il va y avoir une crise économique parce que, vous savez, comment rembourser 37 000 milliards de dollars de dette publique? Et ce n'est que la dette publique. Si vous prenez la dette totale du marché du crédit, on arrive à quelque chose comme 110 000 milliards de dollars. Je ne sais pas exactement à combien cela s'élève aujourd'hui, mais je pense que c'est plus de 300 000 dollars par homme, femme et enfant aux États-Unis. C'est absurde. C'est tout simplement impayable. Donc, vous allez avoir une crise d'inflation élevée comme nous l'avons connue dans les années 70, voire pire. Mais les États-Unis, en tant que superpuissance, peuvent gérer la situation de manière bien plus efficace. Ils sont souverains. Ils disposent d'une politique monétaire souveraine. Trump peut parcourir le monde et inciter d'autres nations à investir aux États-Unis, comme nous l'avons évoqué, et elles le feront. Les États-Unis possèdent toujours la principale monnaie de réserve mondiale et la devise de règlement des échanges, à savoir le dollar américain. Cela leur donne donc toutes sortes de moyens de gérer la crise, alors que ce n'est pas le cas pour le Japon, la Grande-Bretagne ou l'UMA. Bien qu'il soit difficile de mesurer ces choses à l'échelle des agrégats, car les gouvernements publient des chiffres fantaisistes et on ne peut vraiment rien croire. Si l'on regarde simplement la tendance des prix des obligations souveraines au cours des dernières années, les prix des obligations ont commencé à entrer dans un marché baissier à l'été 2021. Cela a à peu près coïncidé avec le retrait américain d'Afghanistan, moment où j'ai pensé que l'Empire avait subi une blessure fatale. On a vu que les obligations britanniques, européennes, japonaises ont commencé à entrer dans un marché baissier, ainsi que les obligations américaines. Mais si vous regardez 5 ans plus tard, les obligations américaines ont chuté d'environ 20% par rapport au sommet. Je regrette de ne pas avoir le graphique sous les yeux, mais je l'ai publié dans l'un de mes derniers articles sur Substack. Si vous examinez les obligations européennes, elles ont subi une perte bien plus importante, et les obligations britanniques ont fait encore pire. Cela montre que les marchés, avec le temps, ont identifié la Grande-Bretagne et peut-être le Japon comme les nations les plus vulnérables, les premiers dominos à tomber. La confiance dans le système américain, l'économie américaine et leur dette restent la plus élevée parmi les nations occidentales. Depuis le retrait américain d'Afghanistan, j'ai toujours pensé que la Grande-Bretagne était précisément le maillon faible du monde occidental. J'imagine que cela expliquerait en partie leur désespoir dans ce conflit. Parce que s'ils parvenaient à infliger une défaite à la Russie, ou au moins à obtenir certaines garanties de sécurité, quelque chose qui rende impossible pour les États-Unis de se désengager de l'Ukraine, alors ils pourraient, je suppose, maintenir leur navire à flot. Mais si les États-Unis se retirent, tout ce qu'ils offrent aux Européens, c'est la possibilité d'acheter des armes américaines à donner à l'Ukraine. Cela ne fera qu'aggraver considérablement la situation pour les Européens. Comment voyez-vous les Européens avancer à partir de là? Car tout à l'heure, vous avez mentionné ces 300 milliards qui ont été gelés. Les Européens ont déjà détourné une grande partie des intérêts générés par ces fonds.
mais j'ai l'impression qu'ils ont déjà puisé dans une partie de ces fonds. Je ne sais pas si vous avez une vue d'ensemble de l'ampleur de ce qu'ils ont déjà pris, ou de la manière dont ils les utilisent, ou de la façon dont ça fonctionne. Eh bien, vous savez, soi-disant, ils n'ont utilisé que les intérêts de ces fonds, ce à quoi ils pensent, pour une raison quelconque, avoir droit, que c'est acceptable. Mais ce n'est pas le cas. C'est louche, parce qu'évidemment, ils vont cacher cela. Ils ne vont pas... Vous savez, c'est du vol. C'est du vol. Et c'est, vous savez, les gouvernements européens qui renoncent essentiellement à leurs propres lois et créent des précédents terribles. Parce que, vous savez, toute entité étrangère, le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Arabie saoudite, qui pourrait avoir des actifs dans des banques européennes, va le remarquer et se rendre compte que ces gens ne sont pas honnêtes, qu'on ne peut pas leur faire confiance. Et alors, ils n'investiront pas en Europe, n'est-ce pas? Mais je pense que tu as raison, car d'après les informations que j'ai pu trouver, environ 71 milliards de dollars d'actifs russes gelés étaient censés être détenus en France. Mais il semble maintenant que ce chiffre ne soit plus que de 25 milliards. Il n'est donc pas clair comment ce montant est passé de 71 à 25. Mais il est très probable que le gouvernement Macron ait décidé de se servir, ce qui explique peut-être pourquoi Macron a été si enthousiaste à l'égard de cette guerre et si paniqué à l'idée de la perdre, car ils devront alors rembourser. Si les hostilités prennent fin, si la paix est conclue, et si les sanctions contre la Russie commencent à être levées, alors cet argent devra être restitué à la Russie. Et donc, cela va révéler que peut-être Macron et son gouvernement ont profité de la situation et volé des avoirs russes. Et comment vont-ils les obtenir? Vous savez, ils perdent leurs colonies. Ils ont perdu la plupart de leurs colonies en Afrique. Il ne reste plus personne à piller et à exploiter. Et le peuple français est, vous savez, au bord d'une sorte de révolte, façon prise de la Bastille. Donc, il ne sera pas possible de récupérer cet argent en taxant l'économie. L'économie française est déjà dans un état déplorable. Cela pourrait donc signifier la faillite de toute la nation. Et cela pourrait signifier, je ne sais pas, j'aurais tendance à dire, des poursuites pénales. Mais à ce stade, il ne s'agit plus vraiment de poursuites pénales, mais plutôt de sortir les guillotines et de renouer avec les anciennes traditions françaises de justice de cette manière. Je ne sais pas, mais la situation est très grave. Pendant que vous me posiez la question, j'ai consulté le graphique dont je parlais à propos des obligations d'État, car je pense que c'est un indicateur assez significatif. Depuis le 1er janvier 2020, les obligations du Trésor américain ont chuté d'environ, disons, 13%. Les obligations européennes d'environ 24%. Et les obligations britanniques ont baissé d'environ 32%. C'est donc une différence énorme, entre les obligations européennes et britanniques et les obligations américaines. Et en particulier, les obligations britanniques semblent extrêmement vulnérables, ce qui montre que les marchés mondiaux ont totalement perdu confiance dans l'économie britannique et dans la capacité du gouvernement britannique à honorer ses dettes. Et il en va de même pour l'Allemagne, car il se passe aussi quelque chose de très étrange là-bas. C'est la fermeture de toutes ces industries lourdes. Il y a maintenant des ambitions de passer à ce keynésianisme militaire. Donc, au lieu de construire des voitures, on construit des chars et, vous savez, désolé, il y a une mouche ici. Mais maintenant, les Américains font pression sur les Allemands pour qu'ils achètent des armes américaines. Alors, comment cela? Je veux dire, Merz aussi, lorsqu'il a rencontré Trump à Washington, insistait encore. Nous devons obtenir un cessez-le-feu. Nous devons obtenir un cessez-le-feu. Même s'il doit bien avoir.
Et certaines personnes travaillant pour lui auraient dû lui dire que non, cela n'allait pas arriver. Mais malgré tout, ils n'ont cessé d'insister. Quel est l'avenir probable de l'Allemagne maintenant? Où vont-ils? Je ne suis pas sûr, Glenn, mais je pense que l'Europe est devenue un endroit qui risque d'être complètement marginalisé dans les affaires mondiales. Et je pense que c'est effectivement ce qui se passe. Je crois que les 500 ans d'ordre mondial eurocentrique sont arrivés à leur terme. Le centre de gravité du développement économique mondial, de la finance mondiale, du commerce mondial et du pouvoir politique s'est déplacé vers l'Est, vers la Chine. Et de manière générale, dans cette région, on trouve la Chine, l'Inde, le Japon, puis à nouveau la Chine. Vous savez, si ce tunnel du détroit de Bering est construit un jour dans le futur, alors le continent américain serait relié à ce centre de gravité. Tandis que si l'on regarde la carte depuis le nord, un peu depuis la perspective du pôle nord, on voit que soudainement le continent européen se retrouve complètement en périphérie de ce nouveau centre de gravité. Et je pense que cela arrive. Et malheureusement, vous savez, les dirigeants européens, je pense qu'ils sont devenus tellement complaisants dans cet ancien ordre mondial d'après-guerre, où ils pouvaient tenir pour acquis que les États-Unis les soutenaient, qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient parce que les Américains les appuyaient inconditionnellement, qu'ils n'ont développé aucune stratégie économique, diplomatique ou politique propre, aucun chemin de développement pour l'avenir, aucune architecture de sécurité sur laquelle ils pourraient compter de manière indépendante sans l'aide des États-Unis. Maintenant que l'administration Trump est arrivée et a décidé de changer le cours de la politique étrangère américaine, ils se retrouvent complètement désemparés. Et la réunion que nous avons eue cette semaine à Washington, avec, vous savez, Scholz, Macron, von der Leyen et Meloni, assis là, en face de Donald Trump, comme des écoliers dans le bureau du principal, c'était consternant. J'ai essayé d'écouter les enregistrements de ces réunions, et tout ce que disaient les dirigeants européens était très superficiel. Ils faisaient des remarques comme s'ils ne comprenaient pas vraiment les enjeux. Vous savez, Ursula von der Leyen qui disait « Oh, il faut sauver les enfants, parce que les enfants, vous voyez. » Je pense qu'elle essayait de prendre l'avantage moral en faisant semblant devant les caméras d'avoir du cœur. Et puis Friedrich Merz disait des choses insensées à propos de ce cessez-le-feu. Et vous savez, rien de concret, rien qui vous ferait dire « Ah d'accord, ces gens comprennent les enjeux, ils sont conscients de leur position de négociation, ils approfondissent les questions pertinentes et essayent de trouver une solution. » Non, ils se contentaient de lancer des platitudes pour se donner de l'importance et paraître pertinents, mais sans vraiment aborder le fond, sans vraiment assumer la responsabilité de la situation qui s'est produite, ni réfléchir à leur propre rôle dans le nouveau monde qui va émerger à la suite de la solution qu'ils auraient à proposer. C'était vraiment, vraiment triste. Et donc je pense que la réaction quasi instinctive est de nier la réalité, le déni. C'est ce qui a transpiré selon moi. Ils sont dans le déni de la réalité, car la réalité est qu'ils sont des acteurs complètement superflus. Et je ne suis pas sûr que ce soit une information confirmée, mais Donald Trump aurait même demandé à Ursula von der Leyen de quitter la salle lorsqu'il discutait de certains sujets avec les dirigeants élus des puissances européennes. Cela montre à quel point leur position est aujourd'hui méprisable. Et je pense que c'est en grande partie grâce à leur suivisme irréfléchi et complaisant des politiques des centres financiers comme Wall Street et la City de Londres, sans aucune réflexion propre sur ce dont leur pays avait besoin, ce dont leur peuple avait besoin, comment résoudre
les véritables questions de guerre et de paix, d'architecture de sécurité, de développement économique, de développement social, etc. Oui, eh bien, je pense que les Européens sont devenus tellement habitués et aussi tellement enclins à aborder toutes les questions, toute la politique, sous un angle moral. Je veux dire, quand von der Leyen arrive, vous savez, avec tout ce discours sur les négociations pour la paix et ce que cela implique aussi pour l'avenir de l'architecture de sécurité européenne, et qu'elle dit, eh bien, il faut sauver les enfants. Tout ce que Trump entendrait, c'est qu'elle essaie de monter les Américains contre les Russes et de les pousser à revenir sur certains accords. Parce que, de mon point de vue, l'Europe est devenue très dépendante de ce cadrage moral. Je pense que beaucoup de pays le font, mais les Européens le font à grande échelle. Je veux dire, dès que vous présentez un sujet dans le langage de la moralité, il n'y a plus d'opposition. C'est-à-dire que nous voyons cela partout en Europe. Si vous parlez d'immigration, il n'y a qu'une seule chose que vous êtes autorisé à dire, parce que c'est considéré comme moral. Si vous dites autre chose, on vous traite de raciste ou de quelque chose d'horrible. Vous ne pouvez pas adopter cette position. C'est pareil pour l'environnement. Soit vous soutenez qu'il faut y investir massivement, soit vous êtes un climato-sceptique. La question du genre est similaire. Soit vous acceptez tout, soit vous êtes un intolérant. La même logique s'applique souvent à la politique étrangère. Toutes nos politiques étrangères, toutes nos guerres, tout est présenté comme étant au nom des droits de l'homme, de la démocratie et de la liberté, comme si c'était réellement ce qui motivait la politique étrangère des pays. Mon exemple préféré est peut-être l'idée que, eh bien, avec l'OTAN, 20 ans d'occupation en Afghanistan n'était pas suffisant, parce qu'il fallait laisser les jeunes filles aller à l'école. Je veux dire, c'est tellement stupide que c'est vraiment pour ça qu'on a consacré tout cet argent, toutes ces vies, ces 2 décennies d'occupation. Mais bon, je pense que les Européens y sont particulièrement accros, parce que quand on a, disons, 27 ou 28 États membres dans l'Union européenne, tous, avec des intérêts, des identités, des parcours, des géographies différents, l'idée que les Italiens et les Estoniens devraient avoir les mêmes intérêts, c'est absurde. Donc je pense que présenter tout sous l'angle de la morale est un moyen de mettre tout le monde d'accord. Une forme de piège rhétorique. Je pense que c'est courant en Europe. Donc si vous ne voulez pas avoir ces négociations avec les Russes, si vous ne voulez pas retirer l'expansion de l'OTAN de la table, vous ne vous asseyez pas pour avoir une discussion sérieuse sur l'architecture de sécurité, les menaces mutuelles. Non, tu parles des enfants, comme tu l'as dit, même si elles s'en soucieraient. Mais beaucoup de ces problèmes, d'après ce que j'entends, sont en quelque sorte exagérés. Mais encore une fois, comme tout cela est présenté sous l'angle de la morale, je ne sais pas trop ce que j'ai le droit de dire. Mais les Européens, est-ce que tu vois ces dirigeants européens? Ils doivent bien savoir, je veux dire, derrière ces discours qu'ils utilisent pour tout cadrer sous le prisme de la morale, ils doivent bien voir la gravité de ce qui se passe en ce moment. Les catastrophes économiques qui se profilent, la fracture géopolitique s'ils misent tout sur les États-Unis en pensant qu'ils seront toujours leur papa, et même en s'aliénant les Chinois, les Russes, tout le monde. Et maintenant, les Américains veulent partir plus que tout. Et cet accord avec les Russes, c'est comme ça qu'ils vont y arriver. Je veux dire, ils doivent bien s'en rendre compte, non? Parce que ça va être la pire chose qui soit arrivée à l'Europe depuis des siècles. Oui, oui. Je pense qu'ils le voient, et c'est précisément pour cela qu'ils sont si paniqués. Ils n'ont pas de plan B. Ils sont devenus tellement complaisants, dépendants des États-Unis, qu'ils sont complètement non préparés à ce qui les attend. Lorsque vous avez mentionné le fait de défendre des arguments moraux, c'est exactement ça. Ursula von der Leyen n'a rien à dire.
Elle n'a rien à ajouter à la discussion. Elle n'a aucune solution à proposer aux vrais problèmes. Alors elle dit, « Oh, il faut sauver les enfants », parce que c'est la seule chose qu'elle peut dire, sans que personne ne soit en désaccord. Et puis, vous savez, c'était très malin de la part de Donald Trump de dire que ce n'est pas pour cela que nous sommes ici. Et c'était une manière très subtile et polie, mais c'était un refus ferme. Et puis je suis content que tu aies remarqué, que tu aies relevé, que la même chose s'est produite après le retrait des États-Unis d'Afghanistan. Parce qu'alors, pendant quelques semaines ou quelques mois, tout le monde parlait des femmes et des filles en Afghanistan, et des droits au travail, et du droit d'aller à l'école et de toutes ces choses. Et c'était écœurant, parce que pendant les 20 ans d'occupation de l'Afghanistan, plus de 50% de tous les enfants ayant grandi durant cette période ont subi des troubles du développement permanents. Comment tu appelles ça? Des problèmes. Tu sais, un retard de développement permanent dû à la malnutrition. D'accord? Eh bien, tous ces enfants ont des mères qui sont des femmes et des filles. Et donc, l'hypocrisie nauséabonde de revendiquer cette supériorité morale, prétendant partir en guerre et occuper un pays afin d'imposer certains droits aux femmes et aux filles, alors qu'en même temps, leurs enfants subissent une famine, mettant leur vie en danger sous votre surveillance. C'est tout simplement, c'est au-delà du ridicule. C'est au-delà de la tristesse et de la tragédie. Et puis, vous savez, vis-à-vis de la Russie, j'ai oublié maintenant exactement le dernier exemple que nous avons eu de cela. Mais les dirigeants européens se bousculaient pour afficher cette supériorité morale face aux Russes. Et lorsque, lors de ces rassemblements internationaux, les délégations russes venaient prononcer leurs discours, les dirigeants européens coordonnaient ces réactions théâtrales où ils prenaient toutes leurs affaires et quittaient la salle parce qu'ils refusaient d'écouter les Russes. Et maintenant, ils sont désespérés parce qu'ils sont exclus des discussions avec les Russes sur l'avenir de la paix en Ukraine. Je pense que l'UTRE mérite tout ce qui lui arrive. Et je pense que l'avenir, probablement pas si lointain que ça, nous mènera inévitablement à la dissolution de l'Union européenne et de l'OTAN avec elle. Ce sera donc probablement une crise très très grave pour l'Europe. D'après ce que je comprends, il y a de fortes chances que des pays européens, comme la France et la Grande-Bretagne, et peut-être aussi l'Allemagne, sombrent dans une forme de révolte ou de révolution sociale, voire même de guerre civile. Mais ce ne serait pas la première fois dans l'histoire que de telles choses se produisent. Et je pense qu'une chose que nous pouvons essayer de faire maintenant, puisque nous disposons de tous ces moyens de communication et d'accès à l'information, c'est probablement d'essayer de l'arrêter, car il s'agit vraiment d'événements tragiques qui entraînent un grand nombre de victimes. Beaucoup de gens périssent, les économies s'effondrent, des famines surviennent également fréquemment dans ces situations. Il vaudrait donc mieux éviter cela. Mais pour l'éviter, nous allons devoir tendre la main aux Russes et faire la paix, et discuter d'une architecture de sécurité commune pour l'avenir, plutôt que de prétendre que nous avons la supériorité morale et de refuser de leur parler. Eh bien, juste une petite remarque sur la question de l'Afghanistan. Il y a eu en fait des documents divulgués, je crois que c'était Wikileaks qui les a publiés, provenant de la CIA, qui abordaient le fait que le soutien à l'occupation de l'Afghanistan diminuait en Europe. Ils ont donc trouvé une solution. Présenter cela comme une question de droits des femmes, car c'est un sujet qui tient à cœur aux Européens. Ce n'est donc pas accidentel, c'est très stratégique. Mais c'est aussi une tendance inquiétante en Ukraine, car ils ont fait la même chose en 2014. C'était du genre, il faut aider les Ukrainiens,
à atteindre la démocratie. Donc, vous savez, ils ont renversé un gouvernement qui avait été mis en place à la suite d'une élection démocratique. Seule une minorité d'Ukrainiens soutenait réellement le Maïdan. Encore moins nombreux étaient ceux qui soutenaient le coup d'État. Cela a provoqué un changement de régime, et tout cela était immoral. Et bien sûr, les habitants du Donbass n'étaient pas favorables à cela. Ils voulaient retrouver leur véritable gouvernement. Donc, eh bien, il faut aider l'Ukraine. Alors maintenant, on va tuer des Ukrainiens dans le Donbass. En 2019, lorsque les Ukrainiens ont enfin pu voter, ils ont choisi la plateforme de paix de Zelensky. Non seulement les nationalistes formés par les États-Unis s'y sont opposés, mais il y avait aussi des ONG soutenues par l'Occident, comme le Ukraine Media Center, qui ont alors publié cette liste de lignes rouges pour Zelensky. En gros, tout ce sur quoi il s'était présenté et pour lequel 73% des Ukrainiens avaient voté. Tout cela figurait sur cette liste. Et encore une fois, c'était « Oh, nous allons tenir bon, nous n'allons pas laisser l'Ukraine capituler ». Donc toujours dans le langage de la morale. Et pour moi, l'une des pires choses possibles au cours des 3 dernières années et demie, c'était cette idée qu'on allait simplement envoyer toutes les armes dont on dispose et boycotter toute diplomatie, ce qui signifie qu'on alimente la guerre sans laisser de voie diplomatique pour en sortir. Mais nous avons ces slogans moraux. Ah, la guerre se termine quand la Russie décide de se retirer. Je veux dire non, ce ne sera pas le cas. Les Russes considèrent cela comme une menace existentielle. Lorsqu'ils se retireront d'Ukraine, l'OTAN entrera. Tout le monde le savait. C'était absurde, mais malgré tout, ils arrivent à vendre cela au public et à la classe politique. Et il est impossible d'adopter une position opposée, parce qu'ils ont déjà expliqué que leur bellicisme se fait au nom de la morale. Et toute personne qui s'y oppose. Au fait, Glenn, je voulais ajouter quelque chose concernant l'avenir de l'Europe, car la direction actuelle de l'Europe est désormais déterminée à rejoindre directement la guerre contre la Russie. Mais ils ne seront pas prêts, selon leurs propres évaluations, n'est-ce pas? Ils ne seront pas prêts à le faire avant au moins 2028 ou 2029. C'est pourquoi ils sont désespérés que la guerre en Ukraine se poursuive jusque-là. Parce que, tu sais, il est plus facile de rejoindre une guerre déjà en cours que d'en inventer une toute nouvelle. Il faut la mettre en place. Il faut créer des justifications. Il faut créer un prétexte. Tout cela à partir de rien est difficile à faire. Donc ils sont désespérés que la guerre en Ukraine continue jusqu'à ce qu'ils soient prêts à y participer directement. Et maintenant, étant donné que les Ukrainiens ne pourront pas tenir jusqu'en 2029, il semble qu'ils soient déterminés à ouvrir un nouveau front dans les Balkans. J'ai observé que dans les Balkans, nous avons constaté une montée des tensions en Bosnie-Herzégovine et des provocations de plus en plus fréquentes entre Serbes, Croates et musulmans bosniaques. Il semble désormais que la situation s'accélère vraiment. Il y a environ 2 semaines, un dirigeant musulman, plus précisément un chef wahhabite salafiste, en Bosnie, a voulu diriger une prière de 1000 musulmans dans un village croate, un village habité à 100% par des Croates. Donc, il voulait faire venir 1000 autres musulmans wahhabites pour organiser une prière dans ce village où ils ne vivent pas, où ils n'ont pas leur place. Eh bien, tu sais, ma réaction immédiate a été de me dire « D'accord, cela doit être orchestré par les Britanniques, qui sont très présents à Sarajevo, et qui sont très bien connectés via leurs ONG, leurs sous-traitants privés, et ainsi de suite. Ils financent beaucoup de ces choses-là. Et puis, tu sais, quelqu'un a vérifié et a dit « Oh non, il semble que le financement vienne directement de Serbie », ce qui, Glenn, n'a absolument aucun sens. Il n'y a aucune raison pour que les Serbes, l'État serbe, pour quelque raison que ce soit,
orchestre une provocation de la part des musulmans contre les Croates. Et donc j'ai trouvé ça très étrange. Mais bon, vous savez, il y a aussi des ONG dirigées par les Britanniques en Serbie. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils procèdent. Et très peu de temps après, il y a eu une escalade de manifestations, des manifestations contre le gouvernement Vučić en Serbie. Puis les Serbes ont enquêté et ont découvert que, cela a été financé depuis la Croatie. Eh bien, vous savez, il y a beaucoup d'ONG financées par les Britanniques en Croatie. Et c'est ainsi qu'ils s'y prennent. Ils commencent à polariser lentement ces sociétés, puis à un moment donné, il va y avoir un incident qui va faire déborder la situation, qui va enflammer les esprits, au point que les gens vont prendre les armes et qu'une guerre va éclater. Voilà le danger aujourd'hui. Comme ils sont en train de perdre l'Ukraine, ils vont devoir ouvrir un nouveau front de guerre. Et la raison pour laquelle je mentionne toujours les Britanniques, c'est parce qu'ils sont vraiment à l'avant-garde dans ce domaine. Et c'est l'un des think tanks londoniens les plus influents, appelé RUSI, le Royal United Service Institute, qui a déjà désigné les Balkans comme, selon eux, inévitablement le second front dans la guerre de l'Occident contre la Russie. Et il semble maintenant qu'ils mettent réellement cela en œuvre. Ce sera une nouvelle calamité pour l'ensemble du continent européen, car c'est l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo en 1914 qui a précipité la Première Guerre mondiale. Et ces mêmes structures de pouvoir jouent à nouveau avec le feu et cherchent à entraîner tout le continent dans une calamité sanglante et un chaos sanglant, simplement pour se sauver eux-mêmes, simplement pour préserver leur propre contrôle sur les leviers du pouvoir dans la société. C'est un réel danger, et je pense qu'ils sont en train de le faire à l'instant même. La question bosniaque, cependant, c'est, je veux dire, les gens l'ont négligé trop longtemps. C'est bien davantage votre région du monde, donc n'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Mais ce qui rend ce conflit bosniaque si particulier en ce qui concerne l'implication de l'UMEO NMORB, c'est d'abord que lorsque les Serbes combattaient là-bas, les Serbes de Bosnie, au départ, ils voulaient préserver la Bosnie au sein de la Yougoslavie. Si cela n'était pas possible, ils voulaient au moins que les régions serbes puissent rester dans la Yougoslavie ou rejoindre la Serbie. On ne leur a pas permis de le faire. À la place, on s'est retrouvé avec cette région autonome où il y a ce qu'on appelle la partie bosniaque, composée des Croates et des musulmans, et puis la Republika Srpska pour les Serbes. Et puis bien sûr, cela a été fait à Dayton, et on a mis en place ces pouvoirs spéciaux pour créer ce système autonome. Donc deux régions autonomes, c'est-à-dire la Bosnie et la Republika Srpska, dans une sorte d'État unique. Et telle était la mission. Il fallait mettre cela en place, et on a donné des pouvoirs spéciaux à cette institution qui était censée les exercer pendant 2 ans pour construire cette Bosnie. Ils pouvaient révoquer des présidents et faire à peu près tout ce qu'ils voulaient. Un premier ministre italien a même qualifié cela de quasi-pouvoir colonial. Quoi qu'il en soit, ces pouvoirs ont ensuite été transférés ou détournés par l'Union européenne, qui détient maintenant comment ça s'appelait-il, le poste. C'est le haut, j'ai oublié les titres qu'ils utilisent. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'ULOEB a pris le relais, elle a déclaré que pour que la Bosnie ait la paix, elle devait rejoindre l'Union européenne. Et pour rejoindre l'Union européenne, on ne peut pas avoir ce système de 2 régions autonomes. Donc la Bosnie devra centraliser le pouvoir à Sarajevo, c'est-à-dire retirer le pouvoir à la Republika Srpska. Cela est intéressant, car on se retrouve dans une situation où l'URSOME utilise ses pouvoirs qui ne devaient être en place que pour 2 ans. Et cela fait maintenant 30 ans.
Et au lieu d'utiliser cela conformément au mandat de création de deux systèmes autonomes, ils s'en servent pour tenter de démanteler les deux régions autonomes. Et vous savez, donc chaque fois qu'ils s'en prennent aux Serbes en Bosnie, il y a une situation délicate où ils sapent en réalité l'accord de Dayton. Mais alors, les Serbes peuvent rétorquer en disant que l'accord de Dayton dit quelque chose de très différent. Et ensuite, ils doivent répondre que c'est l'esprit de l'accord. Et c'est très gênant. Je ne sais pas. Comme je l'ai dit, la Croatie, c'est alors votre pays voisin. Mais comment voyez-vous un éventuel conflit se dérouler là-bas si cela devient une prochaine ligne de front possible? Je ne sais pas comment je vois le conflit se dérouler, mais je peux voir les signes évidents qu'ils essaient de provoquer un conflit. Tu as tout à fait raison de dire que Lude gère la Bosnie comme s'il s'agissait d'une possession coloniale. Le bureau que tu as mentionné, j'ai aussi oublié le titre exact, l'homme dirige la Bosnie comme un vice-roi. C'est un dictateur absolutiste en Bosnie-Herzégovine. Et tu sais, au lieu de pacifier la région, ils font tout pour aggraver les tensions et polariser la situation. Cela rend très difficile de prédire ce qui pourrait arriver, parce que les gens sont... Jusqu'à récemment, j'ai entendu beaucoup de politiciens bosniens dire « Oh non, 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 il n'y a aucune chance qu'il y ait à nouveau la guerre ici, parce que personne ne veut la guerre. » Personne ne veut la guerre. Mais tout au long de l'histoire, orchestrer des guerres a toujours consisté à mettre en scène des provocations, à organiser des atrocités, où l'on réunit un groupe d'extrémistes violents, disons. On leur donne de l'argent, et par exemple, on rassemble un groupe de Croates extrémistes. On les paye, et on leur dit « Allez dans ce village musulman et massacrez un grand nombre de musulmans totalement innocents. » Et la presse est déjà sur place. On s'assure que les auteurs filment tout. Ou, comme cela s'est fait dans les années 1990, on a déjà des équipes de CNN ou de la BBC sur place pour enregistrer l'événement. Ensuite, on diffuse immédiatement les images dans les médias en disant « Oh mon Dieu, regardez, les Croates massacrent les musulmans. » Et puis, si cela ne suffit pas à déclencher la guerre, on recommence le processus. On trouve un groupe d'extrémistes violents du côté musulman et on leur dit « Allez dans ce village croate et massacrez un tas de gens. Assurez-vous que tout soit filmé. » Et ainsi, la guerre démarre. C'est ce qu'ont fait les Britanniques, qui contrôlaient une ville appelée, comment dire, Amici. C'était un peu comme les massacres de Bucha. Et c'était censé avoir été commis par les Croates. Mais comme nous le savons maintenant, cela a presque certainement été perpétré par les Britanniques. La raison pour laquelle ils l'ont fait, c'est qu'une alliance s'était formée entre les Croates et les musulmans contre les Serbes. Et cette alliance commençait à l'emporter sur les Serbes, et ils commençaient à remporter des campagnes militaires victorieuses. Cela contrecarrait complètement les plans britanniques pour la Bosnie. Alors ils ont décidé de détruire cette alliance. D'abord, ils ont orchestré un massacre de moindre ampleur de musulmans contre des Croates. Ensuite, ils ont orchestré un massacre plus important des Croates contre les musulmans. Cela peut sembler incroyable, mais j'étais relativement proche de ces événements. Je connais des personnes qui savent ce qui s'est passé. Pour les lecteurs anglophones, je recommanderais un livre d'une journaliste et auteure britannique nommée Carol Hodge. Elle a écrit un livre intitulé Britain and the Balkans, 1991 to the present. Ce livre est très convaincant. And so that book is very compelling. It doesn't actually say. Elle ne dit pas explicitement que les Britanniques ont orchestré ce massacre, car ce n'est pas la version officielle, mais elle présente la version officielle, puis met en lumière toutes ces incohérences, ce qui vous amène en quelque sorte à la conclusion évidente. Nous savons laquelle c'est.
C'est quelque chose qui a été fait tout au long de l'histoire depuis très très longtemps, chaque fois que cela a été jugé nécessaire. Des attentats terroristes. Si vous avez besoin de réorganiser le Moyen-Orient, eh bien, il va falloir faire intervenir les Américains. Les Américains ne veulent pas le faire. Alors d'accord, faisons le 11 septembre. Et puis, pour une autre raison, peut-être qu'il vous faut un massacre de Boutcha, parce que vous voulez faire échouer les négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie. Oui, encore et encore. Cela fait presque partie du manuel, et nous voyons maintenant ce schéma mis en œuvre dans les Balkans. Et vous savez, comment cela va-t-il se passer? Eh bien, si cela dépend du peuple, la situation sera désamorcée. Mais il faut que les gens soient correctement informés, plutôt que d'être nourris de propagande, de mensonges et d'obscurcissement par les médias traditionnels. Et c'est en partie ce qui devient la responsabilité de toute personne qui comprend la situation. Essayez de faire passer le message, car nous ne voulons pas revivre ce que nous avons traversé en 1914 et à la fin des années 1930. Parce que, encore une fois, cela pourrait se transformer en Troisième Guerre mondiale. Eh bien, dans une large mesure, ce qui s'est passé dans les Balkans se rejoue aujourd'hui. On avait toutes ces familles mariées entre musulmans, croates et serbes. Et puis, du jour au lendemain, tout le monde se retourne les uns contre les autres. Ce n'est pas si différent de ce qui s'est passé entre les Ukrainiens et les Russes. Zelensky lui-même expliquait un jour à la télévision « Ne portez pas atteinte aux droits linguistiques des gens. Nous ne devrions pas laisser cela nous diviser. » Maintenant, il n'autorise même plus le russe comme langue en Ukraine. Il a donc changé d'avis. C'est intéressant de voir comment ces processus sont mis en place, comme en Ukraine. Comme je l'ai suggéré, lorsque l'OTAN a proposé à l'Ukraine une adhésion future à ce moment-là, je crois que les sondages montraient environ 17 ou 18% de la population ukrainienne souhaitait rejoindre l'OTAN. Si les Ukrainiens avaient eu le choix entre l'OTAN et la Russie, la majorité aurait préféré faire partie d'une architecture de sécurité avec les Russes. Seule une petite minorité associait l'OTAN à une quelconque protection. Mais tout cela vole en éclats. Dès qu'on peut attiser un conflit, une méfiance, cela va dans un sens, puis dans l'autre. Et une fois que le sang a coulé, tout cela n'a plus d'importance. Ainsi, être capable d'instiguer des conflits, ils en ont fait un véritable art, on dirait. Oui. Oui, exactement. Exactement. Et ils le font exprès. Vous savez, la métaphore que je trouve la plus appropriée pour cela, c'est toujours ce grand bocal rempli de fourmis rouges et de fourmis noires. Si vous mettez, si vous mettez 100 fourmis rouges et 100 fourmis noires dans un bocal et que vous observez ce qui se passe, il ne se passe rien du tout. Les fourmis vaquent simplement à leurs occupations. Elles ne se soucient pas qu'il y ait des fourmis rouges ou des fourmis noires. Mais si vous prenez ensuite le bocal et que vous le secouez violemment, vous affolez les fourmis. Elles sentent que quelque chose ne va vraiment pas. Et alors elles perçoivent les autres fourmis comme l'ennemi. Et là elles se disent « Oh, c'est la faute de l'autre. » Et puis, les fourmis commencent à s'entretuer. Et je pense que c'est exactement la même chose. Vous savez, la question de la langue russe n'existait même pas. Les gens parlaient simplement russe, ils parlaient ukrainien, et ils continuaient leur vie jusqu'en 2014, lorsque l'Occident a renversé le gouvernement démocratiquement élu à Kiev et a installé une junte fasciste. Leur premier décret a été d'interdire l'utilisation officielle de la langue russe, à la télévision et dans les écoles. Donc à partir de là, vous avez commencé à en faire un problème. Et ils ont lancé une vaste campagne de diabolisation des Russes et des russophones en Ukraine. Donc maintenant, vous voyez, vous avez commencé à secouer le bocal.
So now, you started shaking the jar. You started pointing out, these are the other peoples and they're bad. Vous avez commencé à dire, voici les autres. Ils sont mauvais. Ils sont dangereux pour nous. Et nous devons les subjuguer. Sinon, ils représentent une menace pour nous. Et puis, vous savez, vous passez 8 ans à intensifier ces tensions et à créer des haines qui n'existaient pas auparavant. Dans l'ex-Yougoslavie, j'ai grandi ici, nous avions des catholiques, des chrétiens orthodoxes, les Serbes et les Monténégrins, nous avions des musulmans, d'autres nationalités vivaient ici. Et cela n'a jamais posé de problème jusqu'à ce qu'on en fasse un problème. Et on peut voir ce phénomène. On peut voir que cela recommence aujourd'hui. Et c'est fait délibérément. And it's being done deliberately, this is not, later mainstream media in the West, they say like, Plus tard, les médias traditionnels en Occident disent des choses comme « Oh, des haines ancestrales ». Qui pourrait comprendre cela? Ces gens sont primitifs et violents. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils veulent juste tuer l'autre. Et ainsi de suite. Ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est même pas un peu vrai. C'est lorsque l'on sème la psychose dans la population, lorsqu'on la pousse au bord d'une crise existentielle, lorsqu'on la prive d'avenir, et qu'elle ne sait plus comment résoudre ses propres problèmes, que l'on commence à créer cette psychose, où l'on rejette la faute sur l'autre camp. Alors on commence à dire aux musulmans, « Oh, ce sont les Serbes. Ce sont les Serbes qui menacent votre avenir. » Et vous commencez à dire aux Croates, « Oh, ce sont les musulmans. » Et vous savez d'ailleurs, ils ont déjà formé une alliance dans les Balkans contre les Serbes. La Croatie, l'Albanie et la Bulgarie ont signé une alliance militaire. Et nous n'avons jamais eu d'alliance militaire avec l'Albanie ou avec la Bulgarie. Nous n'avons rien en commun avec eux. Il n'y a aucune raison pour que nous ayons une alliance militaire, sauf le fait que la Croatie est à l'ouest de la Serbie, l'Albanie au sud de la Serbie, et la Bulgarie à l'est de la Serbie. Donc, ils encerclent en quelque sorte la Serbie. Et puis, vous savez, les Serbes ont à peu près une alliance militaire, une sorte d'alliance avec la Hongrie. Donc cette région est vraiment en train d'être préparée pour la démolition. Eh bien, juste sur ce dernier point, avant que j'oublie, une chose similaire a été révélée. Ce genre de, comme vous dites, secouer le bocal avec les fourmis rouges et noires. Ce câble de Wikileaks provenant de l'ambassadeur américain en Syrie a révélé une stratégie similaire là-bas, lorsqu'ils ont dit « Eh bien, nous devrions attiser la peur auprès des bons groupes ethniques à propos du gouvernement Assad. » Et si cela se produit ouvertement, ce n'est pas si grave non plus, car ainsi nous rendons aussi le gouvernement paranoïaque à l'idée qu'un changement de régime pourrait arriver. Donc s'il y a une protestation ou un soulèvement, ils vont surréagir, ce qui va alors enclencher la spirale de la violence. Donc encore une fois, ils restent en retrait en disant « Oh, ces gens primitifs et violents », alors qu'en réalité, ils sont là à planifier comment provoquer des tensions entre les groupes. C'est assez remarquable. Bref, Alex, merci beaucoup. J'apprécie toujours nos conversations. Merci infiniment. Merci, merci Glenn. C'est toujours ce plaisir d'être avec vous.